sur ça. Moi, j'en ai une. Oui, pardon. Allez-y. Oui, pardon. Alors, il y en a plein. Moi, je ne suis pas philosophe, je suis anthropologue. Et je suis un peu frustrée parce que le concept de vérité, c'est une chose, celui d'authenticité est très important pour l'anthropologie, peut-être plus important que celui de vérité. Mais en tout cas, en vous écoutant, je pensais à Pascal, je crois que c'est lui qui a dit il y a très longtemps, qui a écrit « Vérité au sein des Pyrénées, vérité au-delà ». Donc pour nous, ce qu'on appelait vérité, qui devient authenticité, ce sont des réponses aux questions suivantes. Qui parle? À qui? Pourquoi? Comment? D'où? Oui. Ce n'est pas la question de la vérité, ni même celle de la connaissance. C'est pour arriver à... Donc, vous voulez dire qu'on ne peut parler de vérité que pour quelqu'un, c'est ça? Ou pour un groupe, pour une communauté, etc. Précis. Ce qui est vérité pour vous, ici, en France, en ce moment, dans cette librairie, dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, peut être considéré non pas comme un mensonge, mais comme quelque chose qui n'est ni vérité ni mensonge, à côté. Oui, mais à ce moment-là, ça n'est pas une vérité. Le propre même d'une vérité, c'est que c'est vrai partout, toujours, pour tout le monde. Ben, je ne sais pas. Donc, on vous répond. Est-ce que vous généralisez ce que vous venez de dire à toutes les vérités, y compris les vérités mathématiques, par exemple? Vous pensez aussi qu'une vérité mathématique est vraie pour le mathématicien, c'est tout? Non, 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 non. Ah, vous avez fait au départ une distinction entre les sciences exactes et puis les sciences sociales, etc. Je viens d'apprendre par exemple cet après-midi à la radio qu'on vient de découvrir au Kenya que bien avant Lucie et les australopithèques qu'on avait découverts, eh bien quelqu'un a fabriqué des outils à partir de pierres qui ont été cisaillées, taillées, etc. Il y avait une exposition, je crois, des répliques au musée de l'Homme cet après-midi. Donc 3 320 avant, quelqu'un a fabriqué des outils à partir de ces pierres, alors qu'on pensait que c'était peut-être un demi-million d'années plus tard. Non, je suis bien d'accord, ça veut dire que on peut jamais être certain que ce qu'on croyait savoir est réellement su, c'est-à-dire qu'il y a toujours le risque que, à un certain moment, on s'aperçoive que, bien qu'on ait eu de bonnes raisons de penser qu'on savait, en réalité on ne savait pas. Le problème que pose votre question, c'est que il faut savoir si vous êtes prêts. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un bon nombre de choses qui sont présentées comme des vérités, qui ne sont probablement pas des vérités, là-dessus on est tout à fait d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe nulle part de vérités qu'on peut qualifier d'objectives et qui ont une validité universelle. Le genre de vérité sur lesquelles... Il en existe même énormément. Je pense qu'il en existe même un bon nombre de vérités de l'espèce la plus ordinaire. Bon, effectivement, le genre de situation que vous évoquez se rencontre fréquemment et même quotidiennement, dès qu'il est question, par exemple, de croyances religieuses. Bon, effectivement, il y a des gens qui vous disent « moi je crois ça, bon, c'est mon droit », et surtout ne me demandez pas des raisons, ce qui c'est comme lise Nietzsche. Nietzsche pense que quand on croit quelque chose, on doit faire en sorte que ça s'appuie sur des raisons. Mais naturellement, je suis bien d'accord sur le fait que même dans ces cas-là, quand il y a des raisons, les raisons ne sont pas des raisons démonstratives, c'est pas tout à fait la même chose que... Surtout pas chez Nietzsche. Surtout pas. C'est pas la même chose qu'un théorème mathématique, de toute manière. Bon, là-dessus, on est bien d'accord. Mais je suis toujours étonné sur les peurs de cette espèce de relativisme radical, spontané, qui se présente dès qu'on parle de vérité, on entend des gens qui vous disent mais chacun a la sienne, etc. Ce qui est vrai ici, dès qu'on aura passé la porte, sera plus vrai. J'espère avoir dit un certain nombre de choses qui vont rester vraies, même quand j'aurai passé la porte. Bon, en tout cas, je me suis efforcé de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de dire des choses que je considère comme vraies et pour lesquelles j'espère avoir donné quelques raisons. Donc, alors vous me parlez de l'anthropologie, et vous citez Pascal. Oui, bien sûr, Pascal, mais Pascal, c'est pas ce à quoi il pense, c'est beaucoup plus les prétendues vérités universelles d'ordre moral, bon, parce qu'on sait très bien que ce qui est un crime en deçà de la frontière peut très bien être une action d'éclat de l'autre côté, etc. Mais donc, je n'ai pas pris position sur la question
de savoir où exactement on peut espérer trouver des vérités qui seraient des vérités qui mériteraient d'être appelées objectives et qui seraient universalisables. Il se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup, il se peut qu'il y ait des domaines, la morale en est peut-être un, bien que j'en sois pas sûr, il se peut qu'il y ait des domaines où il faut renoncer à l'espoir d'arriver à des vérités de cette sorte. Mais en revanche, on ne peut pas dire qu'il est impossible d'y parvenir. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels... Je voulais juste glisser une question qui était dans la suite logique de la question que vous-même vous posez, y compris au travers de votre livre. Est-ce qu'on ne peut pas réduire le malentendu, j'aurais même tendance à parler d'imposture, à propos de Foucault, je ne suis pas le premier, et à propos de Nietzsche, à ceci que Foucault est clairement, et tout ce que vous nous avez dit le montre, et ce qu'il revendique, un sophiste, alors que Nietzsche est exactement le contraire. Lui, il s'intéresse effectivement à la question de la vérité. Ce n'est pas la chose secondaire à ses yeux du tout. Il pense même l'incarner d'ailleurs, et il en vient même zinzin. Donc c'est très très sérieux pour lui, et il faut le croire absolument. Il pense qu'il a des choses et qu'il porte la vérité. Foucault, c'est absolument pas son problème, comme vous l'avez bien montré. C'est là qu'il y a un petit peu, non seulement un malentendu, mais une imposture de se revendiquer de Nietzsche. Est-ce qu'on peut pas expliquer le hiatus du fait que Nietzsche n'est pas du tout un sophiste, ne se revendique pas du tout comme tel, il aurait été extrêmement vexé si on l'avait taxé de tel, alors que Foucault, c'est difficile de prétendre qu'il ne l'est pas. Mais je pense que Foucault lui-même a dit qu'il accordait une importance considérable à la De sophiste et d'imposteur, si, bien sûr. Qu'il accordait une importance considérable à la vérité. Hein, ça, oui, mais en sophiste. C'est ça que je veux dire. La question, c'est est-ce que ça s'est traduit... C'est comme son côté, la manière dont il récupère... c'est une formidable imposture. Quand il parle de néocantisme, nous sommes tous néocantiens, oui, supposant que ça a un rapport avec le kantisme, oui, par-dessus le marché, puisqu'il évoque, vous connaissez ces textes. Donc là aussi, c'est très habile. Oui. Il s'agit de convaincre, de dire que oui, vous devez être convaincu, mais que ce soit vrai, non, et que ce soit partageable, pas davantage. Oui. Vous devez le partager avec moi, c'est tout. Ce qui est vrai, c'est que... Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments chez Foucault. Il y a beaucoup d'affirmations qui sont souvent surprenantes, même parfois choquantes, et pour lesquelles il ne donne pas beaucoup de raisons. Nietzsche ne le fait pas toujours non plus. Hein. Ah oui, mais c'est-à-dire que Nietzsche lui revendique un type d'arguments qui sont, comme vous l'avez rappelé vous-même, et c'est là qu'il y a un malentendu, y compris avec ce que dit Madame. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le domaine de ce qu'on imagine être la science dure ou même la connaissance. Ah non, on est vraiment dans l'ordre moral. On est vraiment chez des moralistes. Bien sûr, oui. Et donc, il y a cette confusion qui est entretenue et qui fait qu'évidemment, comme vous l'avez rappelé vous-même, y compris à propos de l'exemple fameux de Pascal, on sait bien ce qui opposait par exemple Pascal à Descartes. Mais Pascal n'était pas non plus un sophiste. Il était honnête. Est-ce que vous voulez poser une question? Oui. Je ne peux pas répondre à Nietzsche directement, mais il paraît qu'il aurait dit les scientifiques, c'est simplement, qu'est-ce qu'il a dit, constater les faits. Alors il se trouve que je suis scientifique et je ne fais pas que constater les faits, en général. Mais justement, par rapport à la vérité ou à l'idée qu'on s'en fait, et je pense que la vérité, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord entre ce que tu dis sur Nietzsche et Foucault. Les périodes sont différentes. Hein. Foucault était engagé dans le social. Bon, pas du tout. Si, le GIP, c'est pas le social. Excuse-moi, bon, à part ça, je reviens. Moi, je suis scientifique et on a justement, pour les vrais, c'est un débat actuel, hein, et depuis quelques années, le discours des scientifiques actuellement est remis en cause d'une façon absolument permanente. Depuis maintenant une trentaine d'années. Avant, les scientifiques, pouf, bravo, très bien. Maintenant, au contraire, c'est tout le contraire. Le discours du scientifique, quel qu'il soit, hein, qui disent vrai, plus ou moins, n'importe quoi, hop, scientifique, balayé. On donne la parole à tous les pseudo-experts. Et pour nous, c'est un vrai problème.
ce problème. Et c'est pas seulement une question de vérité, c'est une question de doute. Nous, on se met, enfin, moi j'avais un labo très spécialisé, on était tout le temps dans le doute, dans se prouver. On n'était pas constaté. Et des fois, on se plantait et on le disait. Mais c'est très très compliqué, hein, la parole du scientifique actuellement. Et je vous dis, j'en souffre, moi, de façon périodique. Que ce soit sur les grands accidents, mais que ce soit sur les antennes. J'ai entendu Monsieur Bellepomme, hier, vous connaissez Bellepomme, qui passe à la télé, me disant quelques sottises sur les cancers des téléphones portables. Enfin bon, moi j'explose. Hein. Il est médecin, il passe à la télé pendant une demi-heure, on l'écoute. Donc, le problème, il y a un problème de doute. Moi, ce que je cherche, c'est pas simplement avoir une vérité dans l'abstrait. Et je pense que Nietzsche ne cherchait pas ce type de choses, justement. Il avait une remise en cause à chaque fois, je pense, de cette idée. Voilà. Excusez-moi ce long discours. Vous avez raison de souligner un paradoxe auquel je me suis d'ailleurs intéressé assez directement, c'est que la science est devenue, aux yeux de beaucoup de gens, le symbole du dogmatisme. Et alors que c'est exactement le contraire. C'est elle qui donne le seul exemple réellement convaincant de la capacité de remettre en question à chaque instant tout ce dont on était le plus certain, qu'on croyait vrai. Bon, non, c'est tout à fait vrai. Donc je me suis effectivement posé cette question. Comment les philosophes d'ailleurs ont prêté leur concours à cette opération qui a renversé complètement les positions, parce que les philosophes se rangent toujours beaucoup plus spontanément du côté de la religion que du côté de la science. Les philosophes qui ont défendu la science, je veux dire ouvertement et franchement dans la philosophie française, ça fait un bon moment qu'il n'y en a pas eu. La plupart d'entre eux, bon la science maintenant c'est la technoscience, c'est pas la science, c'est la technoscience, c'est-à-dire c'est le pouvoir une fois de plus. Pardon. Il y a celui qui l'a inauguré, la philosophie, ce bon René quand même. Ah oui, oui, non, la science, ça remonte on peut pas dire le contraire. Non mais vous avez tout à fait raison. La philosophie française n'a pas beaucoup progressé. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un comme Popper, il va même... Ces 50 dernières années. Popper va même plus loin que ça, puisque pour lui, la science n'a rien à voir avec la certitude. Et le scientifique doit être préparé à l'idée que tout ce dont il est le plus sûr, et même se révélera probablement un jour faux, au moins partiellement faux. Donc il faudra remplacer même la meilleure théorie, la théorie la plus corroborée, par une théorie différente. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ça qui rend particulièrement incompréhensible et douloureux le procès qui est fait constamment à la science, parce qu'il ne correspond en rien à ce qui est en train de se passer. Et alors on a l'impression, on arrive à cette impression qui est assez effarante, que les religions seraient plus portées à douter que les scientifiques, que les sciences. Ce qui est effarant, jusqu'à preuve du contraire, les religions traditionnelles reposent sur des certitudes, pas sur des hypothèses. Bon. C'est ce que disait déjà Sextus Empiricus, il y a déjà un bon moment. Il reprochait justement à la science d'être incertaine. Donc, ça date pas d'hier. Là je ne peux qu'abonder dans votre sens. J'ai d'ailleurs souvent évoqué ce genre de problème. Je pense que d'ailleurs la relation de la philosophie et la science est fondamentalement mauvaise. Elle est extrêmement mauvaise. Elle ne s'est pas beaucoup améliorée depuis que j'étais jeune. Bon, j'ai commencé dans les années 60, oui, ça fait longtemps. Je me suis beaucoup battu avec les moyens dont je disposais pour essayer d'améliorer un peu les relations, mais je considère qu'on n'est pas arrivé à grand chose. Et actuellement, là, il y a j'ai polémiqué en particulier occasionnellement contre ce concept désastreux de technoscience que je ne supporte pas, parce que je pense que même maintenant, il faut encore faire une distinction entre la science comme entreprise de connaissance et la science comme entreprise de conquête d'une forme de pouvoir qui nous assure une maîtrise de plus en plus grande de la nature. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes considérables, parce que qui se posent à propos de l'institution scientifique, évidemment, de ses relations avec le pouvoir politique et économique. Il y a des problèmes monstrueux, bon, qui sont des problèmes dramatiques. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est en œuvre dans la science n'a plus rien à voir avec l'effort de connaissance. Quand on découvre qu'il y a des ondes gravitationnelles, jusqu'à preuve du contraire, c'est une conquête de la connaissance. Il va peut-être y avoir des applications catastrophiques, je ne sais pas, j'espère que non. J'espère que non. Mais même si... Les dernières découvertes, Einstein les avait
prévu. Absolument. C'est extraordinaire quand Absolument. même de penser. Absolument. Et ça a été prouvé. Quand Oui, même. oui, oui. Non, mais je suis Alors, d'accord. on pensait comme, Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que il me semble que le devoir d'un philosophe, lui, serait, dans des questions, quand on discute des problèmes de cette sorte, de maintenir présente un certain nombre de distinctions qui sont indispensables. C'est pour ça que je n'aime pas ce concept de technoscience, parce que les gens qui l'utilisent, on voit très bien ce qu'ils ont derrière la tête, évidemment. Mais pour en revenir à Nietzsche contre Foucault, parce que Nietzsche en réalité s'en contrefichait de ça, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, une autre manière de présenter l'argument que j'évoquais tout à l'heure, que ce qui est très pratique pour un sophiste, c'est de prétendre que justement la vérité est performative. C'est-à-dire que, c'est à partir du moment où, parce que pour un sophiste c'est l'idéal, parce que c'est justement, surtout un sophiste qui revendique la vérité comme essentielle, comme sa chalandise au fond. Le fait qu'elle est performative, c'est très bien, il suffit que j'arrive à vous en convaincre, je suis dans la situation de le faire, et certes il y en a d'autres, mais, et j'ai même pas besoin d'arguments du coup, ou pas d'arguments au sens où, y compris d'ailleurs, Nietzsche prétendait en proposer, pour tenir un langage de vérité à ma façon, celui qui va vous séduire, ce qui fait celui qui va me rendre crédible à vos yeux, parce que je vais tenir le discours que vous attendez, qui va vous satisfaire. Alors ça c'est très pratique justement, et donc du coup d'accuser ses adversaires du prétexte, enfin de présenter le discours de vérité comme un discours performatif, c'est-à-dire c'est vrai parce que celui qui le dit est en situation de le rendre vrai, du fait de sa position sociale de pouvoir, justement. À partir de ce moment-là, ça me justifie, moi, le sophiste. Vous comprenez? Je pense que ça aussi, ça a joué beaucoup, et ça a introduit une grande confusion chez les zélotes de Foucault ou ses admirateurs. Et une grande confusion aussi, en contradiction totale, avec Nietzsche. C'est là aussi qu'il y a une... Quand je dis il y a une imposture, c'est-à-dire qu'il y a une imposture à revendiquer Nietzsche de ce point de vue-là aussi. Je crois que c'est un petit peu ce que vous évoquiez. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, il y a un problème, ça c'est certain. Nietzsche, pour lui, s'il peut revendiquer à son titre personnel le fait qu'effectivement, il y a un côté performatif de la vérité quand c'est lui qui la prononce, mais il évoque le fait qu'il est convaincu d'amener les arguments. Il faut me croire, absolument, et je fais le nécessaire pour que vous y arriviez. Et c'est important que je vous le démontre à ma façon. Oui. Si on raconte l'histoire de la vérité, puisque d'après Foucault, il y a une histoire de la vérité, il suit d'ailleurs sur ce point Marcel Détienne, hein, le livre qui s'intitule « C'est les maîtres de vérité dans la Grèce archéologique », c'est ça, qui lui aussi défend l'idée d'une histoire de la vérité qui soulève un problème extrêmement difficile. En gros, bon, l'idée c'est que avec Platon, enfin Aristote, il y a quelque chose d'essentiel qui se passe, c'est-à-dire que la vérité est... Je parle de Foucault, bien sûr. Oui, la vérité est, c'est ce que dit Foucault, la vérité est, c'est plus le discours du pouvoir. Hein, et le sophiste est chassé. Il y a cette formule. Oui. Bon, si vous réintroduisez un lien absolument essentiel entre la vérité et le pouvoir, il y a des chances pour que le sophiste réapparaisse à peu près immanquablement et qu'il devienne, qui conquiert évidemment le pouvoir dont il avait été privé. Donc il y a un problème effectivement, c'est que si quand on parle de vérité, c'est bien de vérité qu'on parle, on ne peut pas dire la vérité ça a été d'abord le discours du pouvoir, puis après c'est devenu la vérité. Ça veut dire que, parce qu'avant c'était pas la vérité, c'était autre chose. Si vous dites la vérité c'est ce que dit le poète, ou c'est ce que dit le devin, c'est ce que dit le prophète, etc., ou c'est aussi une formule de Foucault, le précieux et le désirable. Le vrai, c'était d'abord, ça a été le précieux et le désirable, puis après, bon, ça devient ce qui correspond à la réalité, disons, pour employer la caractérisation traditionnelle. Là, on a un problème, ça a un rapport avec ce que vous appelez le fait de souligner le caractère performatif de la vérité, parce qu'en effet, c'est une des caractéristiques de l'attitude sophistique. Ça, c'est tout à fait sûr. Et il est certain que Foucault, en tant que... quand il se situe, quand il raisonne en termes politiques, dans le contexte de l'action politique, a une tendance alors très marquée à utiliser au moins implicitement ce concept performatif de la vérité. Et donc à considérer la vérité comme... c'est même plus ce qui se dit, c'est ce qui se fait. Oui, mais
Et là aussi, il y a encore une ambiguïté, mais je vais passer la parole tout de suite aux autres questions. J'insiste sur ce point parce que ça, je l'ai observé tant de fois dans les lecteurs de Nietzsche, néophytes ou autres, et ceux de Foucault, ceux qui pensent qu'ils vont trouver ça chez Foucault, c'est qu'il y a une confusion. Nietzsche émeut. Il y a cette forme de vérité qui fait que, comme on dit dans le langage contemporain, ça me parle, je suis ému. Donc il y a cette forme de vérité, bien sûr, qui me touche. Il y a cette forme d'universel. Mais c'est pas de celle-là. C'est là qu'il y a une confusion qui est entretenue, bien sûr. Et c'est celle-là, d'ailleurs, que revendique Nietzsche. Absolument, lui, il est clair là-dessus. C'est celle-là dont il vous parle. Tandis que Foucault, c'est pas celle-là, justement. C'est là qu'est l'ambiguïté. Il me semble que c'est une des origines de la confusion sur laquelle joue le sophiste. Et ce serait facile de rejouer le Gorgias, etc. On évoque Platon. On voit très bien le rôle de chacun si on joue les dialogues platoniciens. Mais il y avait peut-être d'autres questions. Pardon. Oui, justement concernant la sophistique de Michel Foucault, sophistique dont d'ailleurs je ne suis pas certain que Nietzsche soit tout à fait exempt. Bien sûr. Nietzsche, certes, parle de vérité dans les passages de l'Antéchrist cités par Jacques Bouvresse, mais d'un autre côté, en certains autres endroits, par exemple au paragraphe 22 de Par-delà bien et mal, quand il dit que tout est interprétation et que si on lui objecte que cela même est une interprétation, il dit « eh bien tant mieux ». Il y a aussi le fragment... Il revendique le droit de se contredire. Très souvent cité de l'année 85-86 où il dit « il n'y a pas de fait, il n'y a qu'une interprétation ». Bon, ça pour dire, je suis pas... Enfin, je trouve que chez Foucault comme chez Nietzsche, on a d'un côté une espèce d'attitude un peu désinvolte à l'égard de la vérité et d'autres choses affirmées de manière très forte et pas nécessairement argumentée. Enfin, je sais pas si... Oui, mais ça, je ne sais pas si c'est une question posée à Jacques pour Bouvresse. revenir à ma question à Jacques Bouvresse, je me suis venu cette question en lisant votre livre et encore aujourd'hui. Est-il seulement possible de contester ce que dit Michel Foucault et en particulier ce qu'il dit sur Nietzsche? Non pas parce que ce qu'il dit serait incontestablement et absolument vrai, mais parce que par bien des aspects, il échappe, ou il se met en dehors, ou il prétend se mettre en dehors de tout domaine argumentatif. Il y a toutes les sorties contre la rationalité, qui est la tyrannie, l'oppression, la mission civilisatrice, le colonialisme, éventuellement Auschwitz. Et plus particulièrement concernant Nietzsche, il y a le fait que, je pense qu'il vous répondra aujourd'hui, il le dit d'ailleurs quelque part dans les dialogues écrits, qu'il n'a pas fait œuvre de commentateur vis-à-vis de Nietzsche, et qu'il a pris ce qui l'intéressait et qu'il ne prétendait pas du coup à une quelconque vérité philologique, exégétique, concernant Nietzsche. Et la deuxième question qui est liée à ça, c'est que en fait on touche au problème que vous avez abordé, je crois, dans vos écrits de 1984, Rationalité et cynisme et philosophe chez les autophages, qui est que faire quand on se retrouve dans une situation dans laquelle on considère en gros que rien n'est vrai et tout est permis, où la philosophie doit être création de concepts, c'est-à-dire que le discours philosophique est légitimé simplement par son aspect créateur ou créatif. Donc, ma deuxième question serait que répondriez-vous aujourd'hui, enfin que diriez-vous aujourd'hui de cette situation où rien n'est vrai, tout est permis? Est-ce que vous diriez la même chose que vous disiez déjà il y a 30 ans, ou est-ce que vous avez changé vos positions? Alors, en ce qui concerne la première question, vous avez raison de la poser parce que, effectivement, il se pose. Bon, il y a un entretien de Foucault avec Jean-Jacques Brochier qui a été publié dans le magazine littéraire en 1975, si je ne me trompe pas, sur l'année, dans lequel il dit effectivement que ça lui est complètement indifférent de savoir si il a rendu compte de ce que fait Nietzsche ou n'importe quel autre philosophe, d'ailleurs, d'une façon qui est susceptible de plaire aux historiens de la philosophie. Il dit que le bon usage qu'on peut faire d'un philosophe est celui qui consiste à le déformer, le faire crier, le faire grincer, etc. Bon, je ne suis pas très impressionné par ce type d'argument. Deleuze, d'ailleurs, a dit aussi à peu près la même chose, si vous voulez, assez souvent à propos des livres qu'il a écrits qui relevaient plus ou moins directement d'histoire de la philosophie. Bon, son Nietzsche, il y aurait beaucoup à dire, même si le Nietzsche de Deleuze, auquel je rends hommage, parce que c'est un des livres dont j'ai le plus appris sur Nietzsche, donc il est quand même
il est quand même utile en ce sens qu'il nous rapproche probablement, il est un de ceux qui nous rapproche le plus probablement de ce que Nietzsche a cherché à dire. Donc j'arrive pas très bien à comprendre comment on peut, par exemple, à la fois faire une leçon qu'on appelle leçon sur Nietzsche, donc puisqu'elle est reproduite dans un des volumes là, de cours, je ne sais plus lequel. Est-ce que c'est, oui, c'est les leçons sur Nietzsche, ça. Oui. C'est ça, oui. Comment on peut faire annoncer donc une conférence intitulée Leçons sur Nietzsche, et puis en même temps dire que on ne se préoccupe pas de savoir si ce dont on parle c'est bien Nietzsche et ce qu'il a essayé de dire. Enfin, j'ai du mal à comprendre ça. Je comprends encore plus mal comment on peut utiliser une stratégie qui consiste en gros à dire n'essayez pas de m'atteindre à cet endroit-là parce que je suis déjà ailleurs, en train de rire de vous. Enfin, je crois que c'est à peu près la formule fameuse que Foucault utilise, qui en général comble d'admiration et de jubilation ses disciples. Moi, je ne la trouve pas très honorable. Je pense que le devoir d'un philosophe, c'est de s'exposer, d'essayer autant que possible d'être à un endroit où il y a effectivement le risque qu'on cherche à l'atteindre, et peut-être qu'on réussisse à l'atteindre. Donc, j'ai du mal à comprendre cette attitude, celui que je trouve quand même extraordinairement facile. Bon, parce que, imaginons que Foucault ait lu ce que j'ai écrit, effectivement, je pense qu'il aurait dit que il n'en avait rien à faire, que je ne pense pas qu'il serait donné la peine de répondre. Et ça, c'était une attitude, alors qu'à l'époque, on parle des années 70, c'était non seulement une attitude très répandue, mais c'était même l'attitude dominante. Ne discutez jamais, n'argumentez jamais, ne répondez jamais à une objection. J'ai toujours trouvé ça profondément choquant. Je suis content qu'on soit un peu sorti quand même de ça. Il y a un cas où il a été quand même mis en très grosse difficulté, d'ailleurs dont il ne s'est jamais sorti, c'est parce que un de ses pairs, aussi notoire à l'époque, l'a quand même pris la main dans le sac et il a voulu répondre et il s'en est très mal sorti. C'est la fameuse querelle avec Derrida sur l'enfermement de la raison. Et sur la oui. Il s'en est jamais dépêtré. Oui. Derrida lui a fait la leçon. Là. Et, oui, mais sous les... il y a des moments où, typiques du sophisme, comme ce qui compte malgré tout, c'est le côté performatif, c'est l'autorité de celui qui... Et qu'il accordait quand même une certaine autorité à son père à hier, Derrida, il est quand même bien embêté, surtout que là on est vraiment au cœur de la rationalité, puisque c'est une critique du cartésianisme, oui. Et là il a beaucoup de mal. Là. Cela dit, oui, dans le cas précis, vous avez sans doute raison, mais de façon générale, je ne dirais pas que Derrida était quelqu'un qui répondait volontiers aux objections. Oui. Non, mais non plus. Mais c'est ça. Mais oui, absolument. Oui. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que justement sur ce cas précis, ils se coincent mutuellement l'un l'autre, et là, Derrida quand même tient le bon côté. Oui, tout à fait. Mais à ce propos-là, quand j'ai été professeur à l'Université de Genève entre 1979 et 1984. C'est d'ailleurs à Genève que j'ai appris la mort de Foucault, précisément. C'est Starobinski qui me l'a annoncé en 84. Mais ça, c'est pour dire que j'ai eu comme collègue Manfred Frank, ça vous dit peut-être quelque chose, donc qui est un philosophe allemand pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il rêvait de faire de Genève une espèce de carrefour où se rencontrerait la tradition anglo-saxonne, donc principalement la philosophie analytique, la tradition française et la tradition allemande. Je lui ai dit, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu essaies de discuter, au sens propre du terme, ce qui implique formuler des objections, etc., je lui ai dit, à mon sens, on ne peut pas discuter, par exemple, avec Derrida et les Derridiens. C'est pas possible. S'il y a quelqu'un qui aurait essayé, qui aurait aimé le faire, je peux vous assurer que c'est moi. Je travaillais principalement sur la philosophie du langage. J'avais lu des auteurs comme Wittgenstein, Austin et bien d'autres. Rien ne m'aurait été plus agréable que de pouvoir discuter avec des gens comme ça. Mais c'était tout simplement pas possible. On était catalogué, quelqu'un qui travaillait sur les philosophes anglo-saxons, ça ne pouvait pas être un philosophe avec qui on discute. Il se faisait une espèce d'obligation d'ignorer ce qu'il faisait. Donc, alors j'ajouterais, pour compliquer encore les choses, qu'il y avait en plus un fondement théorique à ça, chez certains, c'était l'idée de la fameuse antithèse entre la pensée et l'argumentation qu'on trouve chez Heidegger. Parce que ça, alors on y a eu droit aussi, c'est-à-dire l'idée d'argumenter, non seulement, c'est pas du tout indispensable, c'est pas constitutif de la pensée, mais c'est même quelque chose qui est radicalement opposé à la pensée. Bon, mais ça c'est un peu une parenthèse. Alors oui, vous m'avez posé une autre question. Deuxième question, oui. Alors, au fond, oui, ben, le problème que vous posez, si vous voulez, c'est plus un problème, aurait pu être un problème pour Foucault, beaucoup plus que pour moi, parce que
Moi, vous avez évoqué des livres que j'ai publiés, le philosophe chez les autophages, rationalité et cynisme, et dans l'un d'entre eux, je crois que c'est le philosophe chez les autophages, j'ai défendu ouvertement l'idée que pour agir, on a tout à fait le droit de se référer à des valeurs qui sont supposées être universelles, ou en tout cas universalisables. Ça ne me gêne pas du tout de recourir à des idées générales de vérité, de justice, etc. pour agir. Mais Foucault, lui, ne voulait à aucun prix le faire, comme vous savez. Dans la discussion avec Chomsky, on est quand même assez surpris de voir jusqu'où il est prêt à aller. C'est-à-dire, en gros, il dit les opprimés... Pas seulement surpris, je dirais que si on est un peu lucide, avec le recul, on est même terrorisé. Ça va loin. Je suis d'accord. Ça va loin parce qu'il dit en gros... et alors Venn en a encore remis une couche par-dessus, si vous voulez, c'est-à-dire il a encore radicalisé la position de Foucault. Il consiste en gros à dire... pour résumer les choses de façon très schématique, un animal qui est maltraité se révolte, il n'a pas besoin de donner des raisons, et il se révolte. Bon, et puis un être humain c'est à peu près pareil, c'est-à-dire les gens qui sont humiliés, persécutés, opprimés, etc. Il peut arriver un moment où la situation leur fournit les moyens de se révolter, ils le font, etc. Et Foucault a l'air de dire, il dit ça à Chomsky, qui alors les bras lui en tombent dans le dialogue, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il dit qu'il n'y a pas besoin du tout de se référer pour justifier la révolte, de se croire obligé d'utiliser on n'est pas obligé d'utiliser des notions universelles quelconques. Alors, je n'ai jamais eu ce problème, je n'ai jamais pensé qu'il fallait être particulièrement gêné de recourir à des notions de cette sorte. Je sais bien pourquoi on s'en méfie, c'est parce que on a toujours tendance, évidemment, derrière ce recours à des notions prétendument universelles, peuvent se dissimuler, évidemment, des intérêts, en général, des intérêts inavoués, qui sont souvent de nature extrêmement peu honorable. L'Occident a abondamment recouru à ces façons de faire désastreuses, c'est-à-dire mis en avant le prétendu droit universel, des valeurs universelles, etc., derrière lesquelles se dissimulaient souvent des intérêts économiques parfaitement sordides, etc. Mais ça n'a jamais, pour moi, ça n'a jamais constitué une raison d'essayer de se débarrasser autant que possible complètement de ces notions, parce que je ne crois pas qu'on peut y renoncer. Ça me paraît pas possible. Je ne vois pas comment on pourrait agir dans un sens, disons, dans un sens d'émancipation, de libération, etc., en se privant totalement de notions de cette sorte. Alors peut-être que Foucault, lui, y est arrivé, mais je ne sais pas exactement comment, dans sa propre action. Par exemple, l'action qu'il a eue sur les prisons, sur Oui, ce que Nicole appelle le social. Pour moi, c'est ce que je dirais au mieux le sociétal, parce que le social, c'est le rapport de production, pour moi. C'est la lutte de classe, les inégalités, etc. Alors, si c'est concentré sur les fous et les prisons, on ne va pas faire le procès ici, mais c'est pas du tout le social, ça. C'est complètement autre chose. Là où si vous voulez, il y a Il ne s'est jamais intéressé aux questions sociales. Il a même fui absolument. Il y a un épisode assez douloureux qui est évoqué, enfin assez douloureux pour ceux d'entre nous qui avaient quand même une certaine admiration pour Foucault, ce qui était mon cas. Bon, je ne suis pas intégralement opposé à Foucault, loin de là, mais c'est l'épisode de l'Iran, hein, quand il a... Alors, parce que là, le problème, bon, alors, si j'ai bien compris, Jean Birnbaum vient de publier un livre intitulé « Un silence religieux », dans lequel il soutient que la gauche a ignoré à peu près complètement le fait religieux. J'ai personnellement écrit 3 livres sur la religion. Bon, je suis quand même un peu étonné je crois qu'être quelqu'un de gauche. Mais je suis un peu... Ce genre de généralité est quand même assez exaspérant. C'est devenu incertain aujourd'hui. C'est pas le problème, c'est le problème. Détermination de gauche. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas du tout réagi comme Birnbaum quand c'est arrivé. J'ai eu plutôt la réaction suivante. Je me suis dit, il est très possible que Foucault en soit arrivé à un tel degré de détestation de la raison occidentale qu'il soit prêt à la limite à préférer un régime théocratique. Bon, avec tous les risques que ça peut comporter. Alors il se peut que je me sois trompé, parce que d'après Birnbaum, Foucault aurait été un des rares à se rendre compte que nous
tous, autant que nous sommes, n'avons pas vu ça. Nous étions trop bêtes sans doute pour ça. Nous n'étions pas rendus compte qu'une religion pouvait comporter un élan qui est susceptible de se traduire par des effets politiques. Je suis un peu étonné. Je ne crois pas avoir besoin de... C'est complètement nouveau, ça, oui. Oui. Je n'avais jamais pensé, non. Mais là aussi, je vous avoue que quand il s'agit de Foucault, on ne sait pas quoi penser. En lisant, j'ai feuilleté le livre de Birnbaum quand même, au moins. En lisant le livre, je me suis dit, je me suis vraiment posé la question, est-ce que par hasard, peut-être, j'aurais rien compris, quoi. Parce que j'ai pas... Parce que, j'avoue, j'étais profondément scandalisé. Au crédit de Foucault, il faut dire quand même que l'accablante sottise des zélotes de Foucault ne rend pas justice quand même à Foucault, qui présente les choses de manière, en excellent sophiste, beaucoup plus habile que les crétins qui l'encensent quand même. Alors à l'époque de l'affaire de l'ayatollah, c'était un peu lourd, c'est vrai. C'est pour ça que ça a un peu suscité des réactions. Mais vous évoquiez le débat avec Chomsky. Bon, il y a plein de circonstances comme ça. Mais et à la différence de comment dirais-je, je sais bien que Althusser a dit la grosse différence entre Foucault et moi, c'est que moi je savais que j'étais fou et lui non, mais il y a une grosse différence avec le type de sophisme revendiqué, assumé et je dirais quasiment cynique, sous des couverts de scepticisme, parce que la thèse de Venn, c'est que c'était un grand sceptique, oui, quand même pas exagéré, mais en réalité c'est du cynisme. Il n'y a pas du tout de cynisme chez Nietzsche, dans son rôle de sophiste à lui. Voilà, je dirais qu'une des grosses différences, c'est ça, pour le dire simplement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'il n'y ait pas du tout de cynisme chez Nietzsche, je ne sais pas si je me risquerais à dire il croit vraiment. Alors, il croit vraiment, lui. Ah oui, ça, oui. C'est ça. Si, c'est ça. Foucault, on sait très bien qu'il en croit bien. Je suis d'accord. La grosse différence, me semblait, c'est que Nietzsche, sur une question comme celle de la vérité, voit beaucoup plus d'aspects auxquels il faudrait autant que possible rendre justice simultanément que Foucault. Et je ne dis pas qu'il y arrive, parce qu'en réalité, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il dit souvent des choses très très différentes qui sont quelquefois à la limite de la contradiction, mais il a une perception beaucoup plus aiguisée, à mon avis, des différents problèmes et des différents aspects qu'il faudrait réussir à concilier. Par exemple, il y a chez lui une tension très très nette entre d'un côté l'exigence de véracité et de l'autre l'exigence de vérité, ce qui est le problème qu'a analysé Bernard Williams dans Vérité et Véracité. Alors ce problème, celui de la difficulté que présente la conciliation entre ces deux exigences, aussi fortes l'une que l'autre, et aussi justifiées l'une que l'autre, l'exigence de vérité, c'est-à-dire, autant que possible, essayer d'arriver à la vérité, l'exigence de véracité, c'est-à-dire à chaque fois qu'on croit avoir découvert une vérité, faire un effort maximal pour s'assurer que c'est bien la vérité. Alors il y a une tension entre ces deux exigences pour des raisons évidentes, c'est que l'exigence de véracité peut devenir tellement forte chez Nietzsche, elle est extrême. C'est-à-dire, il est préoccupé jusqu'à l'obsession de s'assurer qu'à chaque fois qu'il atteint quelque chose qui semble être la vérité, il faut faire en sorte d'être aussi sûr qu'on peut réussir à l'être, que c'est bien la vérité. Alors il y a cette préoccupation presque exceptionnelle, l'exigence de véracité correspond à peu près à ce qu'il appelle l'exigence de probité intellectuelle. Donc il y a ces deux exigences-là, et puis il y a... alors j'ai aussi souligné ça à un moment donné, si je me souviens bien, parmi les choses difficiles à concilier, qui sont à l'origine d'affirmations qui peuvent sembler souvent à la limite de la contradiction, il y a la difficulté de concilier l'exigence de vérité avec un questionnement radical sur la valeur de la vérité. Parce que si vous dites d'un côté, il n'y a rien de plus important que la vérité, puis si vous dites de l'autre, parce qu'il le dit aussi, pourquoi est-ce qu'on accorde une telle importance à la vérité plutôt qu'à la fausseté? Qu'est-ce qui vaut à la vérité ce privilège qui pourrait très bien être contesté? Après tout, c'est un aspect du renversement des valeurs. Le renversement des valeurs, ça veut dire ce qui vous semblait être méchant, c'était peut-être ça qui était bon. Ce qui vous semblait être
disons, répréhensible parce que c'est faux, ou en tout cas désigné comme tel, c'était peut-être bien plus important que, et était susceptible de produire des effets beaucoup plus positifs que le vrai, etc. Donc là aussi, il y a une tension constante. Alors, la différence entre Foucault et Nietzsche, c'est que cette tension, elle est clairement perçue, elle est constamment présente. C'est-à-dire que chez Foucault, on a l'impression de quelque chose qui, d'une route droite, qui conduit à un endroit déterminé. Ce qui peut se passer sur les côtés, ça on n'en dit rien. C'est ça qui me paraît. Ah oui, parce que Nietzsche prend l'erreur au sérieux, puisqu'il s'intéresse au vrai. Il prend l'erreur, on ne peut plus au sérieux. Foucault, pas du tout. Encore une fois, c'est ça qui en fait réellement un sophiste. Enfin, il me semble, c'est assez facile de le voir sous cette... Enfin, personnellement, je vois ça assez... Depuis toujours, Foucault, sous cet angle-là. Et évidemment, ça facilite beaucoup les choses, comme vous l'avez dit, y compris pour tout un appareil de sophistes professionnels en devenir, qui ont peuplé nos facs, nos universités et bien d'autres lieux de pouvoir, comme ils disent eux-mêmes. C'est très pratique, ce côté performatif. C'est très bien, une fois qu'on l'a dénoncé chez les autres, on a un système qui vous permet de l'assumer à votre propre profit, et c'est très efficace, hein, dans toutes sortes de lieux de pouvoir, comme ils disent eux-mêmes. À commencer par l'université d'ailleurs. Oui, une des choses qui m'ont surpris, parce que j'avais vraiment oublié ça, c'est dans l'entretien avec Jean-Jacques Brochier, auquel je faisais allusion il y a un instant, il est évoqué à un moment donné la question du progrès dans les sciences. Et alors, Foucault en arrive à peu près à dire que c'est une notion qu'il faut oublier, c'est-à-dire, même dans les sciences, il faut surtout se garder de croire que nous avons fait mieux que nos prédécesseurs. Alors, je suis bien d'accord sur le fait que, de façon générale... c'est une idée qui est toujours très en vogue, comme vous le savez. Oui, mais enfin, quand même, quelqu'un qui a beaucoup de porte-parole. Qui est un élève de Canguilhem, qui est souvent qualifié d'épistémologue. De Villemin, quand même. Pardon. Et de Villemin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et de Villemin, oui. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, c'était un ami, en tout cas, de Villemin. Et ça a été un élève de Villemin. Oui, vous avez tout à fait raison. Non, mais là, j'ai été vraiment surpris, parce que j'avais complètement oublié ça. Il en arrive à dire que les historiens des sciences nous ont montré qu'il ne fallait surtout pas parler d'un progrès de l'humanité. Certes, c'est pas aux historiens des sciences de décider s'il y a un progrès de l'humanité. Mais les historiens des sciences doivent être quand même vaguement concernés par la question de savoir s'il y a ou non un progrès dans les sciences. Alors c'est quand même un des rares domaines, si vous voulez, on peut encore se risquer à dire qu'il y a un progrès en ce sens qu'on en sait plus qu'on en savait il y a 100 ans ou 200 ans. Bon. Or, il semble que Foucault, même ça, si vous voulez, c'est quelque chose à quoi il ne voulait pas se risquer. Il souhaitait éviter autant. Ce qui veut dire, si vous voulez, que la question de la valeur de la science est au fond une question qui lui est étrangère, c'est-à-dire savoir si la science d'aujourd'hui vaut mieux que celle d'hier, etc., sans diminuer en rien les mérites de nos grands prédécesseurs, ça va sans dire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient se faire de mieux au moment où ils l'ont fait, bon, là-dessus on est bien d'accord. Mais donc on a l'impression qu'il ne veut surtout pas donner l'impression d'accorder à la science un privilège quelconque, et encore moins d'accorder un privilège à la science d'aujourd'hui par rapport à la science d'hier. Alors, est-ce qu'il est sincère ou est-ce que c'est un jeu qui joue? Ça, c'est difficile à déterminer. Ah oui, oui, par exemple, à propos de la distinction entre la croyance et ce qui est vrai, ce qui est vrai, vous voyez par exemple ce passage-là, qui est tiré qui est une remarque de 1887, donc aussi de la fin, qu'une grande somme de croyances soit nécessaire, que l'on soit en mesure de juger, qu'il n'y ait pas de doute quant aux valeurs essentielles, c'est la condition préalable de tout vivant et de son existence. Donc on a absolument besoin de ça pour vivre. Il est donc nécessaire qu'il y ait des choses tenues pour vraies, non pas des choses vraies. C'est-à-dire, on a absolument besoin de croyance, le besoin de croyance est un besoin primordial. Il n'y a pas de besoin naturel de la vérité en tant que telle, il y a un devoir, surtout quand on est philosophe, de faire l'impossible pour essayer de la trouver. Et puis alors, il y a une chose encore que je voulais... Ah oui, à propos de... ça a quelque chose à voir avec une des questions qui ont été posées. Ça concerne la critique de la connaissance à laquelle se livre Nietzsche, puisqu'il fait tout de même une critique assez systématique de la connaissance, dans laquelle il en arrive à certains moments à dire que la connaissance est tout simplement impossible. Elle est impossible pourquoi? Parce qu'elle repose entièrement sur des erreurs de base.
des erreurs qui ont été acceptées parce qu'elles étaient nécessaires à la préservation de l'espèce. Hein, c'est-à-dire on ne peut pas vivre sans faire des hypothèses générales, sans introduire des concepts qui sont généraux, donc qui falsifient la réalité, etc. Enfin, vous connaissez tout ce discours. Donc, il en arrive à ce moment à présenter la connaissance comme étant non pas seulement une chose improbable, mais une chose impossible, et en même temps, il dit des choses qui sont tout à fait déconcertantes, parce que il lui arrive à certains moments de dire des choses alors qui sont tout à fait modérées et raisonnables. Par exemple, il ne peut pas y avoir de connaissance absolue, dit-il. La connaissance est par définition une relation. Donc, mais en même temps, sur la vérité et le mensonge au sens extramoral, il reprochait bel et bien à la connaissance de ne pas être identique à l'objet, ce qui reviendrait effectivement à nier à évacuer le caractère nécessairement relationnel de la connaissance. Donc on a un problème alors qui est constant avec lui, c'est que il lui arrive assez souvent d'adopter des positions radicales qui sont extrêmement choquantes, comme par exemple celle qui consiste à dire que la connaissance est impossible, alors qu'à d'autres moments, il se contente de dire que la connaissance est simplement très difficile, très improbable. Enfin, oui, Est-ce que c'est pas simplement parce que c'est un moraliste qui parle de la connaissance et qu'au fond, il aborde le problème de la connaissance, qu'on va dire, pour dire les choses rapidement, scientifiques, d'un point de vue essentiellement de moraliste, et qu'évidemment, il est confronté toujours à des apories, et qu'il ne peut pas prendre une décision et aller d'un côté ou de l'autre. Il oscille en permanence de l'un à l'autre. Vous avez raison sur un point, c'est qu'il a tendance à penser que la question fondamentale, c'est toujours la question de la valeur, de l'évaluation. Derrière la plupart des questions de fait que nous croyons fondamentales, il y a en réalité des questions. La conclusion à laquelle était arrivé Badiou quand il est venu l'autre jour à propos de son séminaire, c'est la valeur qui est... La valeur, c'est-à-dire la signification. Oui, c'est ça, pas du tout au sens marxiste du terme. Oui, la question de Nietzsche, vous avez raison, la question de Nietzsche, c'est pas vraiment qu'est-ce que c'est, hein, c'est qu'est-ce que ça signifie, ou qu'est-ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut? Il essaie de façon systématique de substituer cette question-là. Et qu'est-ce que j'en dis vaut. Tout à fait. Et ça vaut également pour ce qu'il dit à propos de la distinction entre le vrai et le faux, parce que la question, c'est vraiment... quel problème de signification et de valeur il y a au fondement, au-dessous de cette distinction, qu'elle a une distinction théorique entre le vrai et le faux. Il y a forcément une question de valeur qui se pose. Ça, c'est quelque chose de systématique chez Nietzsche. Alors, en ce qui concerne la science, il faut quand même noter que dans l'Antéchrist, je reviens toujours à l'Antéchrist parce que je pense que c'est quand même un livre qu'on a beaucoup trop négligé. Alors, pourquoi, je ne sais pas trop, c'est parce qu'on a pensé que la question de la religion, Dieu était mort, donc c'était pas la peine de le tuer deux fois. Mais dans l'Antéchrist, il dit des choses vraiment étonnantes. Par exemple, il en arrive à dire que le christianisme est en contradiction patente avec la science, est incapable de supporter la science, la vérité scientifique, ce qui est bien une façon de prendre au sérieux la vérité scientifique, parce que vous ne pouvez pas utiliser un argument de cette sorte contre le christianisme si vous ne prenez pas au sérieux ce que la science affirme. Et il dit qu'en particulier, il y a deux sciences que le christianisme, à ses débuts, ne pouvait pas accepter, c'est la médecine et la philologie. C'est-à-dire, enfin, là, il mâche pas ses mots, c'est-à-dire, il dit que, vous connaissez sa thèse, donc qui est que le christianisme est une religion qui est faite pour les faibles et les ratés, grosso modo. Mais ce qu'il lui reproche... Préfigurant le socialisme dans son esprit. Et le socialisme... c'est pareil. Exactement. Pour lui, c'est pareil. Les gens qui nous ont conduits à la démocratie, donc cette situation désastreuse de l'égalité des droits. Et, soit dit en passant, Nietzsche, à certains moments, souligne que la science et la démocratie vont ensemble. Et l'art et l'aristocratie vont ensemble aussi. Et vous n'avez pas besoin de vous dire de quel côté il se situe et de quel côté il pense que le philosophe doit se situer. C'est évidemment du côté de l'art et de la démocratie, ce qui correspond d'ailleurs assez bien à cette idée que la philosophie doit se rapprocher systématiquement de l'art et à aucun prix de la science. En tout cas, si vous voulez, on peut estimer qu'il y a des... Et de l'aristocratie et non pas de la démocratie. Et de l'aristocratie, et pas de la démocratie. Oui, ça chez Nietzsche, c'est tout à fait explicite. Les valeurs de la science sont des valeurs plébéiennes.
parce que c'est l'égalité, c'est la généralité, etc. Enfin, il fait ce rapprochement. Alors j'ai constaté avec surprise qu'on venait de traduire le livre de Domenico Sordo. Il sera là samedi. Il sera là samedi, voilà. Malheureusement, je ne pourrai pas venir samedi. Je serai venu avec plaisir. L'exemplaire que j'ai lu le livre en italien, ce qui n'est pas une petite affaire, parce qu'il fait 1100 pages. L'exemplaire que j'ai, c'est lui-même qui me l'a donné. Donc, vous voyez, c'est un livre que j'ai lu de près. Et il a, lui, alors particulièrement insisté sur ce thème qui peut sembler, à première vue, assez choquant, mais ça s'appuie sur des textes qui sont incontestables. Il a pas mal d'archives derrière lui, Losurdo. Il y a des textes qui sont d'ailleurs assez terribles, que lui, alors, a accepté de regarder de près, alors qu'on, la plupart du temps, on les passe sous silence. Et ça aussi, c'est assez étonnant, ce côté, cet aspect de la pensée de Nietzsche, qui consiste à dénoncer le côté plébéien de la dialectique, de l'argumentation. Par exemple, Nietzsche, c'est quelqu'un qui, Losurdo a beaucoup insisté là-dessus, Nietzsche aime les gens qui sont capables de commander, sans donner des raisons, et d'imposer leur volonté. Donc les gens qui ont une volonté forte, ça s'oppose notamment. Et ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose. Qui viendra après. En réalité, qui vient après. Non, mais il y a quand même des choses qui sont terribles chez Nietzsche. Par exemple, quand il dit que la seule justification réelle de la Révolution, c'est le fait qu'elle a conduit à Napoléon. C'est la seule chose qui puisse excuser la Révolution. Il détestait les sans-culottes. Ah oui, oui, oui. Ah, il voulait aller casser du révolutionnaire à l'époque, au moment de la Commune. Et puis il a été un admirateur de Bismarck, il faut quand même le rappeler. Après, il a été cruellement déçu par le... Oui, comme par Wagner. Il y a eu beaucoup de déceptions, le pauvre. Oui, non, mais il a à côté, je ne sais pas comment il faudrait exprimer ça, il a un côté européen en même temps. À ce moment, il est violemment anti-allemand. Il ne perd pas une occasion de provoquer les Allemands en faisant l'éloge des Juifs. Par exemple, son traducteur, Georg Brandes, son traducteur danois, il dit, c'est un homme extraordinairement intelligent, et c'est évident, il est quand même profondément antisémite en plus. Mais il arrive à faire l'éloge des Juifs. C'est le genre de contradiction qu'il maîtrise parfaitement. De Meyerbeer, et il le fait à un certain moment dans le but explicite de provoquer les Allemands. Absolument. Et par exemple, quand il fait des remarques négatives sur Schumann, dont il avait été un admirateur dans sa jeunesse, il avait admiré Schumann et Brahms. Et puis, à partir de ce moment, évidemment, il se rend compte que c'est plus du tout ça qu'il faut défendre en musique. Et une critique, je me suis aperçu de ça récemment, il y a un aphorisme, un passage, dans le Par-delà le bien et le mal, où il est question de Schumann, et vous savez ce qu'il reproche à Schumann? Il dit Schumann, il est uniquement allemand. Les grands, comme Mozart et Beethoven, ils étaient européens. Alors, il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Nietzsche, il n'est pas nationaliste, il n'est pas antisémite, il est même ouvertement antisémite, donc Nietzsche a quand même pas mal de qualités. Si vous voulez, Clément Rosset, qui à mon avis est plus proche la plupart du temps du vrai Nietzsche que ne l'ont été aussi bien Foucault que Deleuze, Clément Rosset rappelle dans un de ses textes, je ne sais plus lequel, il dit Nietzsche n'est sûrement pas un penseur de gauche, mais ce n'est pas pour autant que c'est un penseur d'extrême droite. Ce n'est pas non plus un penseur d'extrême droite, ça c'est certain. Voilà, on va conclure dessus, pas de l'extrême droite actuelle, on va dire, tel que nous concevons le penseur d'extrême droite aujourd'hui, en tout cas. Oui, oui, dans le Donc, je vous en prie, madame. Donc, comme de toute façon c'est l'habitude, foin de longues présentations,